Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Gérard. Je suis douanier à l'aéroport de Montpellier-Fréjolles. Nom, prénom, pédigré. Je m'appelle Henri van Velzen. Je suis né en 1276. Je suis néerlandais, mais je parle correctement votre langue, même sans accent, si vous voulez. Et si vous le souhaitez... Arrêtez-moi cet accent ridicule, dans ces cas. Si vous souhaitez, je peux vous raconter mon histoire. En plus, vous ne savez pas faire l'accent néerlandais, donc c'est encore plus ridicule. Je sais, mais j'ai vécu tellement de choses que ma mémoire se brouille. Bah, écoutez, racontez-moi votre Si histoire. vous voulez. Et celui qui menait la fronde et qui organisait en fait la séquestration de Florent V, et qui s'appelait Gérard van Velzen, va le tuer de 32 coups d'épée. Gérard van Velzen, mon nom est Henri van Velzen. Eh oui, c'était mon père. Et c'est pour ça que j'ai un destin hors du commun. Parce que, afin de racheter la faute initiale, le péché initial de mon père Gérard, j'ai été condamné à chérir et à racheter les péchés de feu mon père et de rendre hommage à Florent V, comte de Hollande et de Zélande. Un an jour pour jour après la mort de mon père, les villageois eurent l'idée d'organiser une fête pour célébrer Florent V. Et ils décidèrent d'organiser dans le village de Lonnen une grande fête où l'enjeu principal était un nouveau jeu qu'on appelait Kolf. Donc je commençais à y voir plus clair. Si je voulais faire perdurer l'hommage à Florent V, comte de Hollande et de Zélande, je devais peut-être faire que cette célébration perdure ait un essor et que tout le temps on se rende compte que ce sport ou ce loisir était la manifestation d'un haut personnage passé. Donc, je me trouve un peu dans une impasse. Ça avait bien commencé, tout semblait bien se passer, et puis patatras, plus rien. Donc là, j'ai un plan B. Je me dis, ça ne marche plus en Hollande, allons voir ailleurs si on ne peut pas trouver un terreau plus fertile pour accomplir ma mission. Et assez naturellement, je dois dire, je n'ai pas eu très longtemps à réfléchir, j'ai choisi l'Écosse. Il faut savoir une autre chose, c'est que tout ce qui venait de Hollande pendant très longtemps était vu par définition par les Écossais beaucoup plus rustres comme quelque chose de magnifique, à la mode et adopté immédiatement. C'est pour ça que la pratique du golf a été tout de suite adoptée, quasiment. Au moins par les princes, l'élite écossaise. Et puis, ils se sont tellement appropriés ce loisir qu'on est passé de golf à, par déformation, goof, golf et golf. Et donc, je vous parlais des balles, le fait de perdre ces balles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, c'était malgré tout un équipement de luxe, la balle de golf. Un peu le club de golf, certes, mais surtout la balle de golf. Alors, au tout début, la balle de golf, c'était une petite boule de pierre. Puis après, elle a été transformée par une boule en bois. Et assez vite, en fait, dès le XVe siècle, c'était une boule de cuir dans laquelle on enfermait du crin de vache. Et là, première révolution qui arrive en 1618, avec l'apparition de la feathery. La feathery, de feather, plume en anglais, c'est une balle en fait constituée de plumes de canard bouillies que l'on fait rentrer par un trou qui a la taille d'une tête d'épingle à peu près, dans 4 morceaux de cuir qu'on a cousus entre eux à l'aide d'un fil recouvert de cire. Et on ferme tout ça, on peint par-dessus avec de la peinture de plomb pour l'imperméabiliser. Et les plumes de canard bouillies, en séchant, prennent plus de place, rendent la balle très dense, très solide, et on obtient une balle déjà très performante. Donc ça arrive en 1618. Imaginez que dès cette époque-là, avec la feathery, on était capable de taper cette balle à plus de 200 mètres. Déjà.
Par contre, elle avait un inconvénient. Son procédé de fabrication étant assez complexe, même les meilleurs artisans de l'époque ne pouvaient en fabriquer plus de 4-5 grands maximum par jour. Donc chaque balle de golf, chaque feathery, était 3 fois plus cher qu'un club de golf. Autre fait très notable, c'est la création vraiment de règles carrées, de clubs, une organisation du jeu qui allait vraiment permettre son développement et au jeu de traverser le temps et les siècles de manière bien arrimée à ses traditions. Et les gens qui ont permis de faire ça, ce sont les francs-maçons. Lors d'une partie de golf avec les grands champions de l'époque, dont Sam Snead, qui est un autre grand champion de ce sport, ils arrivent à un par 4, un trou, et ils voient, ses partenaires de jeu voient Mo Norman s'emparer de son driver. Le driver, c'est le bois qui envoie la balle le plus loin possible. Ils lui disent, mais Mo, ne prends pas ton driver, il y a une rivière qui traverse le terrain à 250 mètres. Là, il leur dit, mais oui, d'accord, mais il y a un petit pont qui fait traverser de l'autre côté de cette rivière. Donc, ma balle, elle va aller sur le petit pont. Les autres esclaves, ils se foutent de lui. Il tape, la balle, elle passe sur le petit pont. Là, il les regarde, il reprend une deuxième balle, il fait la même chose. La balle, elle passe sur le petit pont. Troisième balle, il refait la même chose, pareil. Et là, il se retourne, j'ai de la chance ce matin. Et il continue. Et c'était ça, Mo Norman, un joueur assez fantasque, assez incroyable, mais qui a aussi des records insensés. Un riche homme d'affaires sud-africain, du nom de George Bloomberg, à sa maison près d'un parcours de golf. Et quand il se lève le matin, à l'aube, il voit de sa fenêtre un gamin qui est dans un parcours, dans un bunker, donc un obstacle de sable du parcours, et qui s'entraîne à sortir des balles. Il revient le soir, le même gamin dans le même bunker. Un jour, deuxième jour, il fait attention, pareil. Troisième jour, il demande à sa femme, mais c'est qui le gamin qui n'arrête pas de s'entraîner dans le bunker? Il est là le matin et le soir. Il dit, mais il n'est pas là que le matin et le soir, il n'a pas bougé de la journée. Il a passé toute sa journée à faire des sorties de bunker, Et ce joueur, évidemment, c'était Gary Player, et absolument époustouflé par la volonté de ce jeune adolescent, il devient son premier manager et permet au jeune Gary Player d'aller vers les sommets et de battre très bientôt Arnold Palmer. Enfin, dernière personne que je voudrais évoquer, c'est Severiano Ballesteros. C'est très personnel, c'est quelqu'un qui nous a quittés le 7 mai de l'année dernière. J'ai pleuré comme un gamin quand j'ai appris ça. C'est la personne qui m'a donné envie de jouer à ce fabuleux sport. C'est grâce à lui que j'ai vécu mes plus belles émotions de spectateur et j'essayais de m'imaginer dans sa peau à l'âge de 12 ans. Et je ne l'oublierai jamais et j'espère vous avoir fait passer un bon moment. Et quoi de mieux que de regarder quelques jolis coups de golf pour conclure cette soirée. Merci.